Donc voilà, Yves Passereau va prendre la parole maintenant pour terminer cette première partie de la journée. Alors, il y a un domaine où les idées d'Yves Persson ont prospéré et où la situation est plutôt favorable, c'est celle de la... Est-ce que tout le monde m'entend bien là? Près de vous, s'il vous plaît. Je vais quasiment le boulotter. Là, ça va mieux? C'est la question de l'enseignement des langues de locuteurs dispersés. On a, Henri Jourdan, essentiellement parlé du cas des régions qui ont une langue différenciée et des groupes de locuteurs massivement réunis dans une certaine région, comme c'est le cas en Occitanie, en Corse, en Alsace ou en Bretagne. À la fin de sa vie, Yves Persson s'est beaucoup intéressé aux populations parlant des langues minoritaires et rassemblées dans des zones type Paris en France ou Trècheville en Côte d'Ivoire, pour saluer nos amis ivoiriens, où les populations de langues différentes sont tout à fait mélangées. Et il a donc entamé à cet égard des recherches historiques comme historien dans la documentation dont il disposait et il m'avait demandé de l'aider. Nous connaissions pour diverses raisons, la commission du Parti socialiste dont parlait Henri en est une, mais aussi parce que nous nous trouvions voisins à Paris, rue d'Amsterdam. Moi j'y travaillais et lui à l'époque il y habitait. C'est comme ça que j'ai connu le fiston que je vois en face de moi quand il était très jeune. Et donc il m'a dit, toi tu es juriste, tu devrais poursuivre dans cette direction, et j'ai essayé de l'aider parce que effectivement j'avais une admiration sans borne pour lui. Il avait non seulement un savoir encyclopédique, mais des intuitions fulgurantes. Tout à fait saisissant. Alors, je vais essayer de repasser un petit peu son parcours. Concernant donc, d'une part, les langues des populations dispersées, genre breton de la région parisienne, c'est-à-dire des gens qui ont une patrie éponyme en quelque sorte, mais que la vie, les hasards du boulot ont fait se disperser ailleurs, ou breton de New York, et puis des gens qui sont pratiquement institutionnellement en état diasporique, c'est-à-dire les Roms, les Juifs, assimilés, on peut dire aujourd'hui, les berbérophones, les Arméniens, etc. Autant de populations qui préoccupaient beaucoup Yves. Donc il s'est livré à des études historiques. Nous sommes, enfin bon, toujours reposant sur le principe qu'il aimait bien répéter, c'est Het Brezone, Brezebet. Par exemple, pour la Bretagne, sans breton, pas de Bretagne, et il pensait que c'était vrai pour toutes les populations, comme le rappelait Henri. Sans langue, un groupe profondément, s'il perd sa langue, un groupe est profondément vulnérabilisé. Alors, il a commencé par s'intéresser, en cherchant dans l'histoire, aux droits germaniques, les droits coutumiers germaniques qu'ont amené les populations germaniques d'Europe centrale vers ce qui allait devenir la France au IIIe, IVe siècle, qui était un droit qui collait aux semelles des gens qui arrivaient, c'est-à-dire qu'on jugeait les gens en fonction du droit personnel qu'ils avaient amené de leur région d'origine et non du droit territorial de la zone où ils arrivaient. Donc ils arrivaient avec un droit germanique, ils étaient jugés en fonction du droit germanique et non pas en fonction du droit romain qui s'appliquait dans les zones où ils arrivaient. C'était une première forme d'autonomie juridique personnelle. On trouve, je vais vite parce que c'est un peu technique, on retrouve cette notion cheminant tout au long du Moyen-Âge. En particulier, l'un des domaines où c'était beaucoup investigué, c'était la question de la Transylvanie à l'époque des Trois Nations, c'est-à-dire au XVe siècle. Puis ensuite, son intérêt s'était porté, et là c'est tout à fait central parce que c'est un très gros morceau et sur lequel on dispose d'énormément d'informations, c'est le système de l'autonomie juive dans les territoires de Pologne et de Lituanie à partir du XIIIe siècle.
un statut connu sous le nom de statut de Magdebourg a été octroyé, s'est vu octroyé par le roi de Pologne et le grand-duc de Lituanie aux Juifs qui venaient s'installer dans la région, de manière à leur assurer la liberté de pratique de leur religion et de leur langue, la langue étant naturellement l'yiddish. Il s'agit d'un statut assez particulier qui est donc inspiré du statut de Magdebourg, je vous le disais, qui a été connu ensuite sous le nom du statut de Boleslav de Kalisz. Le mécanisme était le suivant, les populations, d'abord les Polonais et les Lituaniens voulaient faire venir dans leur immense territoire, 600 000 km², plus que la France aujourd'hui, à l'époque au XVe siècle, voulaient faire venir des administrateurs, des gestionnaires, pourvus de compétences, alphabétisés, etc. À la même époque, les poussées d'antisémitisme consécutives aux accusations d'empoisonnement de puits, de peste noire, etc., faisaient fuir pas mal de juifs d'Europe occidentale, notamment de France, de Rhénanie, d'Italie, etc. Ces gens arrivent dans le royaume, dans la Rzeczpospolita, le royaume la fédération polono-lituanienne, ils s'installent et on leur donne donc ces franchises. Ces franchises, c'est le droit de vivre en totale autonomie personnelle, mais dispersée, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas il n'y a pas de territoire juif, il y a un territoire des juifs au sein de la République polono-lituanienne, et les juifs qui sont enregistrés dans ce qu'on appelle des communes, des kihilot, fonctionnent de façon en réseau, de façon administrative en réseau ou en cadastre, comme on lira plus tard, de façon tout à fait personnelle dans tous les domaines. Leur seul rapport institutionnel avec les autorités royales ou grand-ducales étant le paiement des taxes par l'intermédiaire d'un personnage spécial nommé pour ça. Ce système va fonctionner très bien, pratiquement jusqu'en 1795, et il va faire ensuite une référence absolue dans la région. Autre domaine, toujours son éclectisme, autre domaine auquel s'était beaucoup intéressé Yves Persson, c'était le système des millettes. Millettes, c'est-à-dire la dimitude dans l'Empire ottoman. C'est le système, c'est le régime que les sultans octroyaient à leurs citoyens, à leurs sujets non musulmans, mais ressortissants des peuples du livre, c'est-à-dire des juifs et des chrétiens. Les juifs et les chrétiens se voyaient octroyer un statut, ce qu'on appelle la dimitude, qui était un statut un peu inférieur, c'est vrai, mais qui surtout leur fichait une paix royale concernant la gestion de leurs affaires, à la fois confessionnelles et civiles. Ce système, qui a existé dans tout le monde musulman, qui existe toujours à l'heure actuelle, a été complété et repris sous une forme assez colonialiste par les Français, notamment François Ier, qui ont transformé ce système en concession, c'est-à-dire que ce statut des chrétiens ou des juifs s'est mis à fonctionner selon des accords entre la Porte et la France, par exemple, je prends la France par exemple, comme sous la tutelle de la France. C'est-à-dire que ce n'était plus le sultan qui protégeait ses sujets de droit talmudique ou de droit chrétien, mais que c'était le royaume de France. L'article 15 de la capitulation de 1740, qui est le domaine, pratiquement la capitulation de référence, disait « S'il arrivait quelque meurtre ou quelque autre désordre entre les Français, leurs ambassadeurs et leurs consuls décideront selon leurs us et coutumes, sans qu'aucun de nos officiers, donc officiers ottomans, puisse les inquiéter à cet égard. » Donc, autre source d'inspiration sur laquelle il avait beaucoup travaillé, il avait rassemblé énormément de documents à cet égard. Ensuite, on en arrive à la théorisation de la matière qui commence à se faire jour pratiquement avec la Révolution de 1948 en Europe. Un certain nombre de penseurs, le premier étant un certain József Eötvös, qui était un intellectuel hongrois, un des artisans de la Révolution de 1948, le futur rédacteur du compromis austro-hongrois de 1867, qui invente, mais de façon assez vague, une théorie d'une autonomie culturelle personnelle pour les sujets
non hongrois du royaume de Hongrie ou pour les sujets hongrois des terres dépendant du royaume de Hongrie mais qui n'étaient pas hongroises proprement parlé, c'est-à-dire des Roumains, des Slovaques, des Slovènes, des Croates, etc. Et il imagine, mais encore de façon un peu littéraire, ça ne sortira jamais du domaine du rêve, il imagine que chaque groupe humain, donc dispersé dans ces territoires, si vous pensez à la carte de la Grande Hongrie en 1914, vous voyez cette espèce de patchwork invraisemblable de couleurs différentes, il imaginait que tous les gens se regroupent par ethnicité, par langue, et font donc des cadastres, etc. Mais il ne va pas plus loin. Donc il faut attendre ensuite pour qu'une réflexion très concrète avec assortie de projets se fasse jour, il faut attendre l'arrivée des austro-marxistes que mentionnait tout à l'heure un de mes prédécesseurs, c'est-à-dire Karl Renner et Otto Bauer. C'est surtout Karl Renner qui nous intéresse ici parce que Karl Renner, qui va devenir président de la République d'Autriche, enfin, c'est une personnalité éminente, qui invente le système, alors qui invente concrètement le système d'autonomie personnelle, c'est-à-dire de créer des cadastres nationaux pour tous les résidents d'une certaine zone appartenant à une certaine culture, de les fédérer de façon volontaire, de les faire voter aux divers échelons de l'administration austro-hongroise pour élire des assemblées au niveau des districts, au niveau des régions et au niveau de l'Empire, à chaque fois une assemblée, laquelle donc élit une autre assemblée au niveau supérieur, laquelle délègue des gens au niveau de l'État qui vont devenir ministres de la minorité en question au sein de l'État quasiment fédéral qu'était à la fin de sa vie l'Empire d'Autriche-Hongrie. Donc ce système, il va le théoriser de façon tout à fait remarquable, mais le tout en opposition complète avec le point de vue officiel de la social-démocratie autrichienne, qui restait, elle, dans l'ensemble plutôt, le terme de jacobin ne serait pas très adapté, mais plutôt réticente. On aura ensuite une avancée supplémentaire qui est très intéressante de cette matière. C'est là que Henri citait Berberokov. Là, nous entrons dans un tout autre domaine, c'est celui des penseurs juifs de gauche, marxistes en général, de l'Empire russe. Les principaux sont les bundistes. Le Bund étant une très étrange organisation mi-parti politique, mi-syndicat qui fédérait l'ensemble de la gauche juive de l'Empire de Russie, sans visée territoriale. Parce qu'il faut bien comprendre, j'ai encore 5 minutes. Tu dis pas plus? 5 minutes. 5 minutes, oui, ça va aller. 5 minutes. Ça va aller. Les nationalités juives de Russie s'opposaient en deux groupes. Ceux qui pensaient qu'il faut faire un État juif pour qu'il y ait une lutte des classes et qu'on puisse travailler dans ce domaine, et puis ceux qui au contraire étaient extraterritoriaux, et c'est là que nous rejoignons la logique dont je viens de vous parler, c'est-à-dire qui pensent que les juifs ne voulaient pas émigrer, qui ne voulaient pas aller en Palestine, qui voulaient rester là où ils étaient, pensaient qu'on était avant 14, et que par conséquent il fallait trouver un moyen de les fédérer sans les faire changer d'emplacement. Et donc la théorie de Medem rejoint celle des austro-marxistes, mais elle est adaptée pour s'appliquer à l'histoire juive, et c'est là qu'on retombe sur l'histoire des Kihilot dont je vous parlais avant. Medem fait le lien avec l'ancienne histoire de l'extraterritorialité juive d'avant 1795, c'est-à-dire d'avant la disparition du royaume de Pologne et du Grand-Duché de Lituanie. Et il aboutit là à une doctrine tout à fait élaborée, très applicable aux Juifs. Et alors, pour aller vite, ces deux... là, en Russie, je vous rappelle en passant qu'en Russie, cette position des mencheviks, parce qu'elle a été adoptée par les mencheviks, était très critiquée par Lénine, qui lui était jacobin, ne voyait de solution au problème des nationalités que l'éclatement, c'est-à-dire la création de nouvelles entités territoriales, et s'est toujours opposé à Vladimir Medem, aux bundistes, aux mencheviks, etc. Ces idées se sont
n'ont pas prospéré en Russie sur le plan pratique. En revanche, ont prospéré de façon tout à fait remarquable en Autriche-Hongrie entre la révolution de 1905 et 1914. Il y a eu des expérimentations qui ont réussi en Bukovine et en Moravie notamment. En Russie, non. En Russie, non. Vient la révolution, le centralisme des bolcheviks triomphe, les idées d'autonomie culturelle ne sont plus retenues en Russie. Elles sont retenues en revanche et elles réussissent dans toute une série d'endroits. D'abord, c'est en Ukraine. Malheureusement, la République d'Ukraine n'a pas duré, donc son régime a été tué par les soviétiques. Elle a survécu dans des marches, c'est-à-dire les 3 États baltes ou baltiques, où elle a réussi remarquablement, à la fois au profit des Juifs, au profit des Allemands, tout ça c'était des minorités, au profit des Suédois en Estonie, etc. Ça a été une référence, notamment la loi estonienne de 1925, est restée une référence. Après, malheureusement, la montée du nazisme, après la Seconde Guerre mondiale, l'époque où les droits de l'homme remplacent les droits des minorités dans les préoccupations des chancelleries, et notamment de la nouvellement créée des nouvelles Nations Unies, on ne pense plus aux minorités, par conséquent on ne s'occupe plus du tout des questions, sauf cas très particuliers comme le traité de Vienne concernant le Tyrol du Sud, mais c'était des cas particuliers. Autrement, les minorités, on n'en parle plus, on dit que ce sont des emmerdeurs ou des dangers publics, que tout ça c'est manipulé par les fascistes, on se souvient de Konrad Henlein avec les Allemands des Sudètes, etc. Bon, bref, on n'en parle plus. En revanche, après la chute du rideau de fer, un certain nombre de pays de l'Europe médiane, c'est amusant, on m'a collé l'étiquette Europe médiane, en fait, je suis bien intéressé, mais je suis un peu plus généraliste que ça, hein. Un certain nombre de pays créent effectivement des systèmes d'autonomie personnelle, en 1993 par exemple la Hongrie, et ces systèmes fonctionnent, et un peu plus tard l'Estonie, un peu plus tard la Serbie, et je pourrais en continuer parce qu'il y a même la Russie, et ces systèmes fonctionnent de façon tout à fait excellente, permettent, surtout maintenant avec l'arrivée de l'Internet, des votes extrêmement faciles, et permettent donc à des gens qui sont dispersés parmi d'autres de se regrouper volontairement au sein d'associations nationales et de participer, encore une fois, à la création essentiellement d'écoles dans leur langue et de les subventionner, etc. Ce système fonctionne bien. Il existe maintenant dans pas mal de pays. Il a même été appliqué au Chiapas. Eh bien, pour l'instant, j'ai l'impression... j'en ai parlé à plusieurs reprises, j'ai l'impression que c'est très très peu connu en France, parce qu'il s'agit de pays un peu lointains, mais ça fonctionne très bien et ça pourrait parfaitement faire l'objet d'une analyse fructueuse en ce qui concerne les minorités dispersées de France ou depuis un certain nombre de pays africains notamment. Voilà ce que je voulais vous rappeler, un peu aride sans doute, mais ça correspond à un élément très important de la pensée d'Yves Persson à la fin de sa vie. Je crois avoir à peu près survolé la matière et je vous remercie bien de votre attention. Et je remercie aussi ARFAL, c'est l'Université de Bretagne occidentale, pour cette belle initiative. Voilà, merci bien.